troisième conférencier qui suit tout à fait la conférence de Robert Comeau. Michel Sarrabornet, qui est aussi un historien, mais qui s'est beaucoup spécialisé dans l'histoire politique. Michel est aussi professeur qui enseigne soit à l'UQAM, soit à l'Université de Montréal, en sciences politiques ou en histoire. Donc, il y a une palette de compétences assez large, mais il a aussi cette particularité, contrairement à plusieurs intellectuels, il a mis les mains dans le cambouis, il a fait de la politique, il a été conseiller politique auprès de Lucien Bouchard. Je ne sais pas si c'est une grande vertu, mais en tout cas. Donc, il viendra maintenant faire la suite de l'exposé de Robert en montrant comment, sur le plan constitutionnel et juridique, tous ces conflits se sont traduits en 1867 et comment aujourd'hui on vit dans un système fédéral. Alors, ça me fait toujours plaisir de parler à un auditoire d'Option nationale, même si je ne suis pas membre de ce parti, parce que je considère qu'à l'heure actuelle, Option nationale est dépositaire de la conscience nationale des souverainistes, parce que je pense qu'il y a une très grande conscience sociale à Québec solidaire. Et au Parti québécois, on ne sait pas trop où le Parti québécois se situe sur la question nationale et ni sur la question sociale, en fait. Le Parti québécois est un petit peu dans un no man's land en ce moment. Alors, on espère que la course au leadership du Parti québécois actuel, la course actuelle, les amènera à faire des choix clairs et aussi à ramener au centre de l'existence de ce parti-là, la question du statut du Québec à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. Il faudrait se décider. Alors, est-ce que c'est un parti provincial, le Parti québécois? Si oui, il faut faire ce choix-là. Ou bien si c'est un parti national comme Option nationale qui propose aux Québécoises et aux Québécois de devenir un pays souverain et qui explique, entre autres choses, la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Et cette situation, c'est l'héritage de l'histoire. Donc, pour moi, la question nationale, la question de la conscience nationale repose aussi sur une conscience historique. Alors, je suis bien content que Denis Monnière m'ait invité à m'adresser à vous aujourd'hui en cette belle journée, devant des gens motivés qui ont le courage de venir nourrir leur militantisme à Québec. Donc, cette conscience nationale, cette conscience historique, je trouve que son niveau était beaucoup plus élevé en 1995. Rappelez-vous qu'en 1995, en tout cas pour ceux d'entre vous qui avaient conscience à ce moment-là de l'actualité, ça faisait au moins 30 ans qu'on parlait de la question nationale. C'était la première, la deuxième et la troisième manchette au téléjournal. Puis tout le monde regardait le téléjournal ou les nouvelles TVA. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la question nationale, on entend parler de référendum en masse. Et de toute façon, on est tous éparpillés sur nos téléphones dans différents sites, dans différents réseaux sociaux. Et donc, les conditions d'une conscience nationale qui nous permettrait de nous prononcer rapidement sur la question du Québec ne sont pas là. Là, vous allez dire, ça y est, il est pour Jean-François Lisée. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que il faut parler d'indépendance. Puis là, il va dire, bon, c'est Martine Ouellette. Alors, donc, il faut parler d'indépendance parce que l'indépendance, c'est la solution à un long malaise dont nous souffrons depuis longtemps et qu'on trouve toutes sortes de manières d'endormir. Alors, il faut parler d'indépendance avant de parler de référendum. Parce que le référendum, c'est un exercice démocratique nécessaire et difficile, douloureux parfois. Alors, c'est sûr que si on parle de référendum, c'est comme si on avait mal aux dents et on se concentrait sur la visite chez le dentiste. Alors que moi, je vous dis qu'il faut parler d'indépendance, il faut parler de notre statut à l'intérieur du Canada. Ça, c'est le mal de dents. Et quand on aura conscience de ce mal de dents et que la seule solution, c'est passer chez le dentiste pour l'arracher, là, on parlera de référendum. Alors là, c'est une question de conscience nationale et le niveau de conscience nationale a diminué énormément depuis 25 ans. Je regarde mes étudiantes et mes étudiants d'aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'enseigne.
Et donc, j'ai commencé à enseigner en 1990, juste après, entre guillemets, la mort de l'accord du Lac-Meech. Et j'ai vu cette cohorte d'étudiants il y a 25 ans qui arrivaient dans mes cours d'une certaine manière alphabétisés sur la question nationale. Et je regarde la génération suivante, c'est à peu près, ça commence à être les enfants de la première génération à laquelle j'ai enseigné. Et puis, on part de zéro. On leur demande, le Parti québécois, qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais ça représente un référendum. Référendum sur quoi? Ben, voyons. Alors, chassons cette question. J'écoutais des journalistes interroger Martine Ouellette hier. Référendum, 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 elle répondait indépendance, indépendance, indépendance. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut relancer la question nationale en parlant de l'indépendance et en parlant aussi du statut du Québec, statut actuel. J'ai bien aimé ce que Robert disait tout à l'heure. On agit comme si on était déjà indépendant. On a fait, je ne sais pas comment les psychologues appelleraient ça, là, mais on fait abstraction de l'existence du gouvernement fédéral. C'est du déni, c'est du déni. Alors, on s'est conforté dans une idée que la Révolution tranquille a réussi, que la loi 101 a réussi, qu'on est maître chez nous et que le français est la langue commune des Québécois, bien, je pense qu'on est les seuls à le croire. Et la même chose pour ce qui est du succès de nos politiques d'immigration, qui sont basées sur une idée noble, celle de l'interculturalisme, qui est quand même un compromis intéressant avec le modèle canadien, sauf que actuellement, ce qu'on constate, c'est que on ne l'applique pas, notre modèle d'interculturalisme. En tout cas, ça, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Alors, le préambule se termine maintenant. Je vais vous dire le plan de l'exposé. Alors, premièrement, je vais inscrire la question du statut du Québec dans la très longue histoire, situer le régime actuel dans la longue histoire du Québec à partir de la Nouvelle-France. Alors ça, je vais faire ça rapidement. Et pour passer finalement au cœur de la discussion, c'est le régime canadien. Le régime fédéral canadien, aux portes duquel mon collègue Robert s'est arrêté, donc le régime fédéral, qui est la suite de l'Union. On verra comment tout à l'heure. Alors, le régime canadien a ajouté quelque chose à l'Union. L'Union, c'est la minorisation en 1840. En 1867, on ajoute un gouvernement fédéral qui s'arroge les principaux pouvoirs économiques. Ensuite, en troisième partie, je vais parler rapidement, je vais resituer le régime canadien dans ce qu'on appelle, puis à juste titre, le récit national canadien-français, c'est-à-dire rappeler les grandes étapes là, de l'histoire du Québec d'une manière un petit peu plus fine, là, pas seulement en termes de régime politique, mais en termes de grands événements. Ensuite, je vais vous dire comment, je vais vous rappeler plutôt des choses que certains d'entre vous savent très bien, mais dont on ne reparle jamais. Les tentatives qu'il y a eu dans les années 1960 de modifier ce statut du Québec, qui nous a mené à un échec, à un cul-de-sac. On peut pas dire qu'on a réussi à transformer le Canada. Il n'y a pas grand-chose que le Québec a obtenu après la Révolution tranquille en termes de réussite autonomiste. Quand M. Legault nous dit on va faire l'union sacrée de tous les nationalistes, autonomistes et indépendantistes, puis on va obtenir quelque chose d'Ottawa, oubliez ça. Alors donc, on va quand même se rappeler que ça ne marche pas, le réformisme. Alors, finalement, un petit mot sur l'état actuel de l'opinion publique au Québec. Donc, les différents stades de l'histoire longue du Québec, rappelons-nous que nous sommes dans la troisième phase de l'histoire du Québec, le troisième régime. Le premier régime, c'était le régime français. Le régime français, c'est un régime où les Canadiens, c'est-à-dire les gens nés ici,
étaient en situation de subordination vis-à-vis des métropolitains français. Hein. Il y avait une identité nationale d'abord de ces gens-là, qui ont été bien documentés. Robert en a parlé tout à l'heure. Et donc, il y avait déjà une distinction entre les gens d'ici puis la métropole française. Alors, moi, la nostalgie de la Nouvelle-France, là, c'est intéressant, peut-être sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan des calèches et tout ça, là. Mais en même temps, nous étions subordonnés à une autre nation, déjà, à ce moment-là. On a des relations privilégiées d'égal à égal avec la France maintenant, ce qui n'est pas le cas avec le Canada. Mais à l'époque, on n'était quand même pas maître chez nous. Deuxième étape, le régime britannique. Alors, Robert en a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors, c'est un régime dans lequel, évidemment, les autorités politiques sont aussi des autorités coloniales, mais en plus des autorités coloniales qui excluaient entièrement la population locale, qu'on appelait toujours les Canadiens. Et donc, en plus, bien, on était coupé de nos circuits économiques avec la mère patrie. Tout a été arrogé par les marchands britanniques, alors donc une époque noire. Et la dernière étape, le régime canadien, alors c'est de cette étape-là dont on va parler, une étape où on a ajouté aux institutions existantes dans le régime britannique un niveau de gouvernement contrôlé par la majorité, parce que la majorité canadienne anglaise, on commence, comme disait Robert, à faire la distinction, là, parce que tout le monde est canadien, alors il faut bien trouver un moyen de distinguer. Donc, la majorité canadienne anglaise va contrôler les outils économiques qui sont entre les mains de ce gouvernement fédéral. Donc, on se retrouve non seulement en minorité depuis 1840, mais en situation de subordination collective sur le plan politique, en plus de subir une discrimination individuelle, une discrimination qui existe déjà depuis la conquête. Hein. J'ai mentionné déjà le fait que l'économie, depuis qu'on a changé d'empire, l'économie est entre les mains des marchands britanniques qui sont venus s'installer à Montréal. En très, très, très grande partie, même à la fin du 19e siècle, c'est moins de 5 de la grande bourgeoisie qui est canadienne-française. Alors, ça, c'est assez clair. Donc, la quatrième étape, ce serait le régime québécois, le premier régime dans lequel on serait maître vraiment chez nous. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour réfléchir aux moyens de reprendre conscience de notre état de subordination à l'intérieur du régime canadien. Alors, pour faire un petit pas en arrière, on est minoritaire sur le plan démographique depuis 1840. Robert l'a bien expliqué tantôt, depuis qu'on a mis ensemble le Haut et le Bas-Canada pour créer une colonie où les Canadiens seraient minoritaires. Et pour s'assurer que cette minorité démographique soit doublée d'une minorisation politique, bien, on a même joué dans le nombre de députés, hein, pour arriver à une majorité de députés anglais à l'intérieur du Canada uni. Alors, la Confédération canadienne actuelle, où on a des provinces et des territoires, on voit que la population du Québec de 8 millions ou de 8 millions 54 000 en juillet 2012, sur 34, alors c'est un petit peu moins que le quart de la population du Canada, donc cette minorisation se poursuit depuis très, très, très longtemps. Et si on regarde ça, ce que ça dit, c'est la population du Québec en proportion de la population canadienne depuis 1871. Alors, en 1871, mon Dieu, c'est petit sur ma feuille aussi, c'était 32 %. Et aujourd'hui, c'est 23,1 %, en tout cas, je pense que ça date de 92, on est un petit peu en bas de 23 % maintenant. Alors, point de vue démographique, ça entraîne quoi, justement, avec cette représentation selon la population dont Robert parlait tout à l'heure? Bien, ça veut dire une minorisation politique aussi à l'intérieur de ce gouvernement qui est ajouté en 1867, qui est le gouvernement fédéral canadien. Alors, on regarde depuis qu'on a mis à jour la Chambre des communes pour tenir compte de la démographie, bien, on a encore une proportion encore plus basse de députés à l'intérieur de la Chambre des communes. Alors, l'illusion, c'était de dire, ah, bien, on va ajouter 3 sièges au Québec. Oui, mais on a ajouté 3 sièges au Québec, mais on en a ajouté 27 ailleurs. Alors, on voit bien que notre poids politique diminue au fur et à mesure que notre poids démographique diminue. Alors ça, c'est l'alpha et l'oméga de notre situation, hein. On oublie trop souvent
que le point de départ de notre situation nationale subordonnée, c'est notre statut minoritaire à l'intérieur du Canada, puis ça date depuis 1840. Depuis avant même que le Canada soit souverain, nous avons été mis en état de subordination, si bien que quand le Canada est devenu souverain, ben, on est toujours en subordination. On nous a enfermés à l'intérieur d'un régime avant même qu'il devienne pleinement indépendant. En fait, il y a une grande partie de cette autonomie qui est arrivée en 1848 avec le gouvernement responsable, mais le mal était fait. On était déjà minoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre 64 et 67 pour nous amener dans une situation de subordination à la fois démographique et politique? Bien, je vais vous parler brièvement des causes de la Confédération pour se rappeler des circonstances historiques. Bon, c'est sûr qu'à long terme, l'objectif de ceux qui gouvernaient la population canadienne, c'était l'assimilation et la minorisation. Lord Durham, je pourrais vous citer Lord Durham, vous le connaissez bien. En fait, Lord Durham, on a été injuste à son égard. Ils ont quand même dit, ces Canadiens qui sont arriérés, sans histoire et sans littérature, ben au moins ils sont dignes de devenir de bons Britanniques. Alors, ils n'ont pas dit ça de tous les peuples qu'ils ont conquis, les impérialistes. Alors donc, en fait, ils nous accordaient à la fois cette fleur de dire qu'on pourrait devenir de bons Anglais, et en plus nous donner la possibilité de le devenir. Alors, c'est une grandeur d'âme remarquable, admirable. Alors, il y a des circonstances à long terme. C'est sûr que l'objectif depuis 1763 depuis la proclamation royale, c'est ce qu'on pourrait appeler la réduction des Canadiens, c'est-à-dire les réduire à néant. Et il y a eu des circonstances qui nous ont préservés de ça, la guerre d'indépendance américaine, etc. Mais finalement, la Confédération, c'est un autre pas dans cette direction-là. Alors, quelles sont les causes de cette Confédération? Il y a trois types de causes, les causes politiques, les causes militaires et les causes économiques. Alors, certaines sont plus circonstancielles, mais certaines sont plus, comment dire, on aurait fini par prévaloir. Moi, je dirais que les causes économiques, finalement, ce sont les causes finales, les causes les plus importantes. Les causes circonstances politiques, bien, c'est la conjoncture qui a dicté ça. Alors, on va les reprendre rapidement. Alors, les causes politiques de la Confédération, premièrement, les causes politiques viennent du dysfonctionnement du régime du Canada uni. Le régime du Canada uni, comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, visait à mettre en minorité politique les Canadiens, maintenant Canadiens français, et éventuellement, dans un deuxième temps, à moyen ou à long terme, de les assimiler. Mais tout d'abord, c'était de faire en sorte qu'on unisse les deux provinces séparées du Haut et du Bas-Canada à l'intérieur d'un gouvernement commun qui serait dirigé par une majorité de députés britanniques, de manière à neutraliser les Canadiens, les empêcher d'exercer le contrôle sur une assemblée. Et à ce moment-là, on pourrait accorder la structure ou le principe du gouvernement responsable, c'est-à-dire un gouvernement qui serait responsable devant les élus. Alors seulement après avoir mis en minorité politique les Canadiens français. Sauf que les circonstances ont fait en sorte que ça n'a pas bien fonctionné du point de vue des Ontariens ou des gens du Canada-Ouest ou de l'ancien Haut-Canada. Lorsqu'on a accordé le gouvernement responsable, le principe, c'était que le gouvernement peut gouverner, peut rester au pouvoir tant qu'il a le contrôle de l'Assemblée ou tant qu'il a la confiance de la majorité des députés. Sauf que les Canadiens français étaient encore très nombreux. Et il y a eu une espèce d'alliance politique qui s'est faite entre la majorité des députés du Canada-Est et la majorité des députés du Canada-Ouest pour faire fonctionner ce gouvernement responsable selon la règle de la double majorité. Donc, pour se maintenir au pouvoir, le gouvernement du Canada uni devait avoir la confiance non seulement de l'ensemble des députés, mais des députés de la section Est et des députés de la section Ouest. Ça a bien fonctionné jusqu'à peu près 1854, lorsque, dans le Québec, Canada-Est, et dans l'Ontario, on avait une majorité de députés du même groupe, les réformistes.
À partir de 1854, ce sont les conservateurs qui avaient la majorité des députés au Québec et les libéraux, qui s'appelaient les Clear Grits, menés par George Brown, qui avaient la majorité dans le Canada-Ouest ou l'Ontario. Donc, le régime ne pouvait pas fonctionner. Donc, on a fait fonctionner le gouvernement responsable avec une obligation de double majorité, si bien qu'il y a eu une dizaine de gouvernements entre 1854 et 1864. Donc, on avait un régime instable. Alors, les gens du Canada ouest étaient mécontents parce que, finalement, en fait, les gens du Canada-Ouest, des Clear Grits surtout, qui formaient la majorité des députés, voyaient plus souvent qu'autrement au pouvoir un gouvernement conservateur où il y avait beaucoup de Canadiens français. Alors finalement, ça a dérapé complètement le Canada uni. C'est pas pour rien que ça n'a pas duré, parce que dans le fond, on n'a pas réussi l'assimilation, puis on avait de la difficulté à soumettre politiquement les Canadiens français. Donc, il a fallu changer de régime. En 1854, la majorité des gens dans le Canada-Ouest ont demandé une réforme constitutionnelle parce qu'ils se retrouvaient exclus du pouvoir plus souvent qu'autrement. Évidemment, le gouvernement tombait, mais là, on ne réussissait jamais à faire entrer des gens du Canada-Ouest, la majorité du Canada-Ouest dans le gouvernement, ou à peu près jamais. Donc, on a demandé une réforme constitutionnelle. Donc, il y a eu cette grande coalition dont on a parlé tout à l'heure, où la majorité des députés du Canada-Ouest, les Grits de George Brown, ont appuyé le gouvernement conservateur de Macdonald et ont dit, on va vous appuyer, on va stabiliser le gouvernement et en échange, vous allez adopter des réformes. Alors, premier problème donc, alors ça c'est le régime, ça c'est la structure politique qu'on a en place à l'intérieur du Canada uni, qui est le même diagramme qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a exactement les mêmes institutions au niveau fédéral, au niveau provincial. Ça date de 1791. Alors, on a une assemblée législative élue qui, au début du régime d'union, n'avait pas le contrôle sur le gouvernement, mais à partir de 1848, le gouvernement devait avoir la confiance de la majorité des députés. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas bien fonctionné très rapidement parce qu'on s'était donné l'obligation d'avoir la confiance de la majorité du Canada-Ouest et du Canada-Ouest. Alors, premier problème, donc, c'est l'instabilité, l'impossibilité de former un gouvernement stable. Et donc, ça prenait une réforme. Alors, dans les conditions que les gens du Canada-Ouest ont données, c'est, premièrement, casser cette règle de double majorité. Évidemment, ça aurait créé toute une commotion dans le Canada-Est si on avait cassé la règle de double majorité, parce que, surtout si on changeait la forme de la Chambre, je vais y revenir. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de faire accepter la réforme au Canada-Est. Donc, si on enlevait cette règle de double majorité, il fallait redonner une partie de l'autonomie qu'on avait enlevée en 1840 au Canada-Est, qui s'appelait le Bas-Canada à l'époque. Donc, on s'est dit, on va faire une réforme du Canada uni en le transformant en une fédération. Donc, les gens du Canada-Est vont obtenir le contrôle plein et entier d'une partie du pouvoir de l'État colonial, Canada-Ouest également. Donc, on va créer un parlement pour chacun des deux Canadas, comme c'était le cas avant l'Union. Sauf que pour les choses importantes, on va créer un gouvernement fédéral où les députés vont être élus et qu'on va faire fonctionner selon le principe du gouvernement responsable devant la majorité globale. Alors là, au gouvernement fédéral, les gens du Canada-Est vont être minoritaires. OK? Puis on ne comptera pas les votes selon les sections. On va compter globalement les votes et donc le gouvernement va être entre les mains finalement de l'Ontario. Alors donc, premier problème, c'est cette instabilité. On veut défaire la règle du gouvernement responsable, la double majorité, pour créer un gouvernement responsable devant l'ensemble des députés au niveau global et ensuite, entre les deux sections, les choses locales vont être de contrôle
qu'on dira bientôt provinciale. Donc, l'idée, c'est de créer une fédération pour enlever cette impasse. Deuxième chose, encore une revendication de l'Ontario, la fameuse représentation selon la population. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en 1840, on a donné une égalité numérique de députés aux gens du Canada-Ouest et du Canada-Est. Ça facilitait le contrôle des Canadiens anglais sur les institutions parce que l'Ontario, le Canada-Ouest, avait moins de population. Et donc, en ayant autant de députés, ils se trouvaient surreprésentés à l'intérieur du Parlement du Canada uni. Mais là, à partir de 1850, on se rend compte que l'Ontario, ou le Canada-Ouest, est plus populeux que le Canada-Est. Alors là, on disait, hey, c'est pas juste. Hein? Ce qui était juste en 1840 ne l'est plus soudainement. C'est pas démocratique. Si on a plus de population, il faut qu'on ait plus de députés. Donc, c'est dit, il faut mettre en place la représentation selon la population. Et si on avait fait ça, évidemment, ça aurait accru la subordination politique des Canadiens français. Alors, donc, c'est un autre truc qu'on s'est dit, on va l'appliquer, mais seulement au niveau de ce nouveau gouvernement fédéral. Alors, troisième élément de cette réforme constitutionnelle demandée par les Clear Grits de l'Ontario, c'est d'étendre le Canada vers l'Ouest. Alors, la population du Canada-Ouest augmente. On convoite les terres qui sont à l'ouest du Canada-Ouest, à l'ouest du Canada uni, la partie qui est l'Ontario aujourd'hui. Ces terres sont sous la couronne britannique, mais ont été données en concession ou gérées par la Compagnie de la baie d'Hudson. Alors, parmi les exigences de George Brown et des Clear Grits du Canada-Ouest, c'était d'acquérir ces terres et d'étendre le Canada vers l'ouest. Et donc, une coalition se met en place à l'intérieur du Parlement du Canada uni, qui comprend les libéraux conservateurs de Macdonald dans l'ouest, les Clear Grits de George Brown dans l'ouest également, et les bleus conservateurs de Georges-Étienne Cartier dans l'est. Sont exclus les sceptiques, c'est-à-dire les rouges d'Antoine-Aimé Dorion et de son frère également. Et donc, il n'y a que les libéraux républicains du Canada-Est qui ne tombent pas dans le panneau, hein, parce qu'il y a un problème avec ça, c'est que cette proposition, sous le couvert de redonner aux gens du Canada-Est l'autonomie qu'ils avaient avant, hein, ça faisait longtemps qu'on demandait l'abrogation de l'Union, bien, en fait, nous enfermait davantage dans une soumission politique en donnant les principaux pouvoirs à un gouvernement clairement entre les mains du Canada anglais. Et on sait que, toujours sur ce plan-là, bien, non seulement on va créer une fédération, mais ce ne sera pas une fédération à deux, hein, ça va être une fédération à quatre, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et plus on ajoutera des territoires à cette fédération, bien, moins les Québécois maintenant de la province de Québec, créée en 1867, auront de l'influence à l'intérieur des institutions politiques communes, la Chambre des communes notamment. Et donc, ça va augmenter de plus en plus notre soumission politique en tant que nation. Alors, je passe rapidement ensuite sur les questions militaires aussi, des circonstances qui sont importantes à l'époque, qui vont faire prendre la mayonnaise, si on veut, parce qu'il y a une menace militaire perçue. Hein. Il y avait un syndrome du 11 septembre 2001. À ce moment-là, c'était quoi? C'était la guerre civile américaine. Et en plus, les attaques des Féniens. Alors, je vous explique ça dans un instant. Alors, ça, c'est une attaque de Féniens, d'ailleurs. Je pense que c'est l'attaque Ridgewood en Ontario. Alors, première chose, la menace américaine, elle se décline sous deux visages. Alors, c'est la fin de la guerre civile aux États-Unis, 1860 à 1865. Alors, pendant que les politiciens du Canada et des Maritimes s'interrogent sur l'avenir de l'Amérique du Nord britannique, aux États-Unis, il y a la guerre civile. L'armée du Nord est en train de la remporter. Il y a donc une mobilisation armée aux États-Unis très importante et il y a beaucoup d'Américains à ce moment-là et certains politiciens qui le font à voix haute qui disent que ce serait le moment d'envahir le Canada. Que la destinée manifeste de Monroe au début du 19e siècle, c'est pas seulement d'étendre
les États-Unis jusqu'au Pacifique, mais c'est de prendre contrôle du continent au complet. Alors, quand on entend les échos de ces politiciens américains, des espèces de Donald Trump avant l'heure, qui disent des choses comme celle-là, on se pose la question, est-ce qu'on va se faire envahir? Alors, les loyaux canadiens veulent se défendre. Depuis la Révolution américaine, les tensions sont demeurées entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Hein? Rappelez-vous la guerre de 1812. Ça a une certaine importance. Il y a encore des tensions. Alors, les tensions vont se résoudre avec le traité de Washington en 1870-71, je crois. Et donc, on est encore en état de tension. On craint l'attaque des États-Unis. Donc, un moyen de défendre les colonies de l'Amérique du Nord britannique, c'est de les unir et de leur donner un gouvernement fédéral qui aura les moyens de lever une milice, une armée de réserve. La Grande-Bretagne veut se délester de ses dépenses en Amérique du Nord. Alors, l'autre élément, c'est les Féniens. Alors, les membres du Fenian Brotherhood, c'est des révolutionnaires irlandais. Il y a beaucoup d'Irlandais qui ont immigré aux États-Unis autant qu'au Canada depuis le début du 19e siècle. Ils habitent dans les villes du Nord en général. Plusieurs se sont battus du côté de l'armée nordiste, l'armée de l'Union, et ils sont armés. Alors là, disons que le contrôle des armes à feu aux États-Unis, ça n'a jamais été fort. Alors, c'est encore pas trop fort à l'époque. Donc, les Féniens ont pu s'armer très facilement. Alors, la stratégie des Féniens, c'est d'envahir une partie du territoire de l'Amérique du Nord britannique pour demander en échange l'indépendance de l'Irlande. Alors, en deux mots, c'est ça. Donc, il y a des attaques de Féniens qui commencent, puis comme par hasard, c'est en plein débat sur est-ce qu'on doit créer le Canada fédéral. En 1866, l'opinion publique du Nouveau-Brunswick, c'est de ne pas s'unir au Canada. Les autorités politiques ont été séduites par MacDonald et Cartier, Galt et Brown, mais la population n'est pas en faveur de l'union avec le Canada. Il y a même eu des élections qui ont reconduit un gouvernement en 1865, je crois, un gouvernement qui était hostile à la Confédération. En 1866, coup d'État, le lieutenant-gouverneur de Nouveau-Brunswick démet le gouvernement, on organise de nouvelles élections, de l'argent du Canada qui s'en vient, là, il y avait presque un love-in à Saint-Jean, et puis on connaît la chanson, hein? Et puis donc arrive une attaque des Féniens sur le territoire du Nouveau-Brunswick au même moment. Alors là, commotion. Alors là, il faut s'unir pour se défendre. Alors, il faut s'unir avec le Canada puis avec la Nouvelle-Écosse. Donc, ça fait pencher la balance. Les premiers à refuser le Canada, c'est pas les Québécois. Hein. À cette époque-là, c'était des gens du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Bon, alors cela dit, les circonstances ont permis à la mayonnaise de prendre, si on veut, et donc il y aura une union canadienne. Et donc, le facteur de la défense est important. Troisième cause, la cause économique. Milieu du 19e siècle, la mère patrie, la Grande-Bretagne, change de doctrine économique. On passe du mercantilisme au libre-échange. Les colonies ne sont plus importantes pour la prospérité de la mère patrie. Elles doivent être traitées comme n'importe quel autre partenaire économique. C'est le principe du libre-échange. Donc, on enlève la protection impériale aux produits qui viennent de l'Amérique du Nord britannique et vont sur le marché britannique. Et en même temps, ça veut dire que les colonies vont dorénavant être libres de faire des produits manufacturés. OK? Donc, on devient... les colonies d'Amérique du Nord britannique deviennent des sociétés normales, si on veut. Alors, on peut accorder plus d'autonomie locale parce qu'on n'a pas besoin de contrôler ce qui se passe vraiment à l'intérieur des colonies d'Amérique du Nord britannique, d'où le gouvernement responsable. Le gouvernement responsable arrive en 1848, pas seulement parce qu'on a mis en minorité les Canadiens français à l'intérieur du Canada uni, mais on avait accordé le gouvernement responsable à Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Canada uni également, parce qu'on n'a plus besoin à Londres de contrôler ce qui se passe dans les colonies. C'est devenu finalement des endroits qu'on conserve sur le plan stratégique. Ce qui est important pour la Grande-Bretagne, c'est le contrôle stratégique militaire
les affaires étrangères. Pour le reste, en 1848-49, l'Amérique du Nord britannique obtient une autonomie interne totale à travers le gouvernement responsable, en donnant aux élus le contrôle sur le gouvernement. En 1848, on leur accorde une très grande mesure d'autonomie interne. Mais sur le plan économique, ça veut dire pour les élites économiques du Canada uni, des autres colonies d'Amérique du Nord britannique, la perte d'un marché privilégié, c'est-à-dire on avait une protection, toutes sortes de protections commerciales que l'on perd du jour au lendemain. Alors, il faut trouver un nouveau marché. Alors, ce qui va se faire en 1854, c'est un traité de réciprocité avec les États-Unis. La Grande-Bretagne va signer, au nom des colonies d'Amérique du Nord britannique, un traité de réciprocité qui va permettre au Canada d'avoir un accès privilégié au marché américain pendant un certain nombre d'années, minimum 10 ans, pour remplacer le marché colonial. Il a fallu que ça brasse, hein. Il a fallu que la bourgeoisie montréalaise menace de faire sécession et de s'annexer aux États-Unis, pour qu'à Londres, on décide de permettre ce traité de réciprocité avec les États-Unis. Alors, donc, ça, c'est le chemin de fer intercolonial. Je vais vous expliquer où il est utile de le connaître. Alors, pendant la guerre civile, les Américains dénoncent le traité de réciprocité. Il va être abrogé en 1866. À partir de 1864, on pouvait mettre fin au traité de réciprocité. Donc, pendant 10 ans, la prospérité du Canada reposait sur l'accès au marché américain. En 1866, fin du traité de réciprocité, encore à ce moment crucial où on est en train de discuter de l'union des colonies d'Amérique du Nord britannique. Donc, il faut trouver un moyen d'assurer sa prospérité. On s'est dit qu'en unissant les colonies d'Amérique du Nord britannique et en leur permettant de commercer entre elles, on allait remplacer le marché américain. Écoutez, le marché américain était 10 fois plus grand, là. Ça va prendre plus que ça, mais on se disait, bon, mais en attendant, c'est un moindre mal. Les maritimes qui sont habitués de commercer avec les États-Unis sont très réticentes, ces provinces, parce que leur prospérité, elles le voyaient avec le commerce avec les États-Unis, qui se faisait par bateau, hein, par l'Atlantique. Alors, on a dit, on va vous construire un chemin de fer, vous allez pouvoir commercer avec le Canada uni, avec le chemin de fer intercolonial. Alors ça fait qu'on a créé ce marché interne, mais qu'on va réussir à faire fonctionner beaucoup plus tard avec la politique nationale de MacDonald en 1879, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la volonté de construire des chemins de fer faisait l'affaire des élites économiques du Canada uni, parce que les compagnies de chemins de fer étaient là. Et donc, d'ailleurs, Georges-Étienne Cartier, un des pères de la Confédération, et Alexander Galt, également, un des pères de la Confédération, avait des intérêts. Il était sur le conseil d'administration des compagnies de chemin de fer. On avait un petit problème d'éthique, hein, si on avait ça aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire qu'on a des problèmes d'éthique aujourd'hui, mais on ne les voit pas. À ce moment-là, on les voyait, puis les gens trouvaient ça correct. Alors, donc voilà, l'élite, les barons du chemin de fer trouvaient ça intéressant comme projet. Alors, on dit, OK, vous allez vous unir à nous, on va construire un chemin de fer et on va pouvoir commercer, ce qui va remplacer le marché américain. Les causes économiques aussi, c'est la difficulté économique des maritimes. Alors, pourquoi, à partir d'une fédération à 2, on est passé à une fédération à 4 et on voyait venir l'expansion également parce que en 1867, on a écrit dans la Constitution qu'on voulait que Terre-Neuve se joigne, l'île du Prince-Édouard, les territoires du Nord-Ouest et tout ça. Ça devait entrer la Colombie-Britannique également. Dans un premier temps, il n'y a que 4 provinces qui ont accepté de faire partie de la fédération. C'est parce que, pourquoi donc on s'est étendu vers les maritimes? C'est parce qu'il y avait des problèmes financiers dans les maritimes à ce moment-là. Et déjà là-bas, on se disait, on va s'unir pour sauver de l'argent, économiser de l'argent. Alors, les Canadiens ont débarqué avec un bateau plein de scotch. Puis, en 1864, on a débarqué à la conférence de Charlottetown et on a convaincu les élites politiques des maritimes de faire partie d'une fédération. Ce qui faisait l'affaire, faisaient leur affaire parce que plutôt que d'unir les maritimes à l'intérieur d'une seule province, là, on avait une fédération, donc les maritimes continuaient à jouir d'une certaine autonomie provinciale. Alors, entre les deux solutions pour leur problème financier, celle d'une union et une union législative des maritimes et une union fédérale avec le Canada, on a opté pour l'union fédérale.
c'est quoi une union fédérale? Alors, j'ai une petite définition ici qui dit qu'une fédération, c'est une organisation politique dans laquelle les activités du gouvernement sont divisées entre des gouvernements régionaux, qu'on appelle ici des provinces, et un gouvernement central, qu'on appelle ici le fédéral, de manière telle que chaque catégorie de gouvernement possède un pouvoir final de décision dans un certain nombre d'activités. Alors ça, c'est la base du partage des pouvoirs. Dans le cas du Canada, on a décidé de faire un partage des compétences législatives. Et donc, chaque niveau de gouvernement, le fédéral et les provinces, est censé avoir l'exclusivité du pouvoir de légiférer dans un certain nombre de domaines. Ça ne fonctionne pas tout à fait. On va y revenir. Donc, on a partagé les compétences en 1867. Alors, l'essentiel de 1867, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qu'on a rebaptisé la loi constitutionnelle de 1867, c'est ce partage des compétences entre deux niveaux de gouvernement. C'est l'avènement du fédéralisme. Et donc, la création d'un gouvernement fédéral, un gouvernement global, qui a des pouvoirs importants. Alors, comment on a partagé ces pouvoirs? Bien, il y a deux types de manières, ou deux manières de concevoir le partage des compétences. Premièrement, le clivage national ou local, en fait, ce qui est commun ou d'intérêt particulier. Alors, on peut regarder le partage des compétences en se disant que, voilà, on a partagé les compétences selon ce qui est d'intérêt commun, comme la défense, ou ce qui est d'intérêt local, comme les municipalités. On peut aussi regarder ça comme étant la résolution de ce partage du pouvoir, comme étant un partage qui est conditionné selon ce qui est économique ou ce qui est socio-culturel. Alors, si on regarde sous cet angle-là, on va arriver au même résultat aussi. On dit, oui, ça a du bon sens. Les pouvoirs économiques sur la Banque du Canada, le commerce extérieur, c'est à Ottawa. Santé, éducation, hein, ce qui est plus local, les services de proximité, c'est provincial. Alors donc, on a partagé les pouvoirs de cette manière-là. Si on regarde la liste des pouvoirs, on va constater qu'effectivement, le fédéral a ce qui est d'intérêt commun et ce qui est d'intérêt économique. Alors, partage des pouvoirs qui, pour plusieurs à l'époque, constituait un retour à une autonomie perdue en 1840. Évidemment, il y avait beaucoup de propagande là-dedans, de la propagande des conservateurs au pouvoir avec leur journal La Minerve, qui écrivait le matin du 1er juillet, ou l'après-midi, je pense que c'est un journal l'après-midi, le 1er juillet 1867. C'est une définition, le Canada pour La Minerve, c'est un peu la souveraineté association de René Lévesque. Hein. On a autant de pouvoir qu'un État souverain à l'intérieur du Canada, ce qui est complètement faux. Mais le gouvernement conservateur et l'Église catholique poussaient très fort pour que les gens acceptent ce que Londres avait adopté comme nouvelle constitution de 1867. Et qu'avait-il là-dedans? Bien, il y avait ce gouvernement fédéral qui a des pouvoirs de prépondérance sur les provinces. Alors, je vous disais qu'une province, pas une province, pardon, une fédération, normalement, il n'y a pas de subordination d'un gouvernement sur l'autre. Chacun a un pouvoir final de décision dans ses domaines de compétences. Bien, ça ne marche pas. Premièrement, le Canada n'est pas une confédération, c'est une fédération. On a employé le terme confédération pour des raisons obscures. Mais en plus, c'est une fédération qui ne respecte pas l'esprit fédéral qui dit que le provincial est complètement souverain sur le plan interne. Alors, quels sont ces pouvoirs de subordination que subissent les provinces à l'intérieur du Canada et évidemment le Québec? Le pouvoir de domination du gouvernement fédéral, le premier qui s'est appliqué jusque dans les années 1930, c'est le pouvoir de désaveu. En fait, dans la Constitution, c'est écrit que le gouverneur général peut désavouer une loi provinciale et la reine peut désavouer une loi fédérale. La reine n'a jamais désavoué une loi fédérale, mais le gouverneur général a désavoué de nombreuses lois provinciales, jusque dans les années 1930. Ensuite, ce pouvoir-là a cessé d'être utilisé, mais au début, c'était le principal socle de la domination du gouvernement fédéral sur les provinces. Deuxièmement, le pouvoir de réserve, c'est un peu un pouvoir annexe du pouvoir de désaveu. C'est exercé par les lieutenants-gouverneurs.
Le lieutenant-gouverneur peut dire « Ah, pas sûr, je vais demander au gouverneur général ». Alors, si le gouverneur général ne dit rien dans les 6 mois, la loi peut s'appliquer. Alors donc, c'est deux pouvoirs qui sont liés un à l'autre et qui ont été exercés. Le lieutenant-gouverneur, qui est une personne nommée par le premier ministre fédéral, donc c'est un instrument du gouvernement central qui vient se mêler de ce que font les provinces. Bon, vous direz aujourd'hui, il n'est plus exercé, c'est un pouvoir jugé désuet, malgré que la preuve n'a jamais été faite, mais les anciens juges de la Cour suprême disent si jamais le gouverneur général ou un lieutenant-gouverneur tentait de les exercer, le tribunal renverserait sans doute la décision sous prétexte que c'est un pouvoir tombé en désuétude. Ça reste à voir. Pouvoir de nomination. Alors, le gouverneur général, sur ordre du premier ministre, parce qu'on est en régime de gouvernement responsable, le gouverneur général ou les lieutenants-gouverneurs dans les provinces, aujourd'hui, doivent obéir au premier ministre lorsque le premier ministre ou la première ministre a la confiance de la Chambre. Donc, le gouverneur général, mais en réalité le premier ministre du Canada, nomme les juges de la Cour suprême, dont on sait qu'ils sont les arbitres de la Fédération. Et comme disait Duplessis, la Cour suprême, c'est comme la tour de Pise, ça penche toujours du même côté. C'est souvent vrai, pas toujours. Alors, donc, pouvoir de nomination des juges de la Cour suprême, qui sont finalement des gens qui devraient être neutres entre le fédéral et les provinces. Hein. Les sénateurs dont on disait qu'ils assuraient une représentation régionale. Mais c'est pas vrai, là. Ce sont des agents du premier ministre du Canada. Alors, pouvoir de nomination. Ah, bien, en fait, c'est ça, il m'en reste un autre aussi. Les juges, la plupart, ou en fait la moitié des juges des tribunaux provinciaux sont nommés par le fédéral. Cour d'appel, Cour supérieure, c'est des juges nommés par Ottawa. Ils sont payés par Ottawa aussi, c'est une petite économie pour nous autres, mais en même temps. Alors voilà. Pouvoir de nomination du fédéral. On n'a pas de pouvoir de nomination des provinces sur des officiers du gouvernement central. Alors il y a une subordination. Là. Le pouvoir déclaratoire. Le pouvoir déclaratoire dans la Constitution dit que tout ouvrage à l'intérieur des frontières des provinces peut être déclaré d'intérêt national. C'est quoi un ouvrage? C'est une infrastructure. C'est l'ancien terme pour les infrastructures. Donc, on a déclaré, je pense, des barrages en Saskatchewan à vérifier comme étant d'intérêt national. Le gouvernement fédéral a juridiction, compétence là-dessus. On a déclaré l'industrie nucléaire d'intérêt national. Alors, donc, même si c'est concentré à l'intérieur de l'Ontario, ou ça l'était en tout cas, même si ça produit de l'énergie seulement pour l'Ontario ou pour le Québec, dans le cas de notre petite centrale qui nous reste, bien, le fédéral a mis la main là-dessus. À un moment donné, quand Terre-Neuve avait de la difficulté dans ses relations avec le Québec au sujet de l'électricité produite au Labrador et que le Québec achetait à vil prix, on a fait un bon deal à ce moment-là, bien, Terre-Neuve a demandé au gouvernement fédéral de déclarer un corridor sur le territoire du Québec qui serait déclaré de compétence fédérale pour permettre à Terre-Neuve d'exporter son électricité directement aux États-Unis. Et imaginez si le fédéral avait fait ça, ça aurait été un cadeau pour nous autres, là, parce que là, on serait mobilisés. Alors, ce pouvoir déclaratoire, c'est une épée de Damoclès quand même. Petit retour d'ailleurs, anecdote, sujet du pouvoir de désaveu, quand on a adopté la Charte de la langue française en 1976, des Anglo-Québécois et d'autres Canadiens ont demandé à Trudeau de désavouer la loi 101. Je vous dis, dans son intérêt, il était mieux de ne pas faire ça. Hein. Il n'était pas fou, Trudeau, là, quand même, malheureusement, parce que là, c'est un adversaire redoutable. Là. Et donc, peut-être que le pouvoir de désaveu aurait été jugé inconstitutionnel à ce moment-là, mais il aurait provoqué un tollé. C'est vrai qu'indirectement, évidemment, la Cour suprême, en tant qu'institution pan-canadienne et comme je l'ai dit, nommée par le fédéral, ben c'est en fait une forme de subordination. Et quand la Cour suprême désavoue, ou en fait casse une loi provinciale, mais elle casse aussi des lois fédérales. Donc, autre pouvoir de domination fédérale, c'est le pouvoir résiduaire. Alors, le pouvoir résiduaire, c'est, en fait, au moment où on a écrit le partage des compétences en 1867, on a inscrit un pouvoir qui disait que toute
compétence législative qui n'est pas prévue, spécifiée dans les articles 92, 93, 91, 92, 93 de la Constitution, sont réputés appartenir au gouvernement fédéral. Alors là, le gouvernement fédéral, avec ce pouvoir résiduaire, finalement, obtenait par défaut tous les pouvoirs qui allaient, disons, devenir nécessaires avec l'évolution de la situation. Aux États-Unis, le pouvoir résiduaire appartenait aux États, hein, lorsqu'on a créé la Fédération américaine à la fin du 18e siècle. Sauf qu'aux États-Unis, la Cour suprême a fait des jugements de telle sorte qu'on a accordé tout au long du 19e siècle les nouveaux pouvoirs au gouvernement fédéral. Mais au Canada, pendant un certain temps, les tribunaux ont fait preuve d'un certain équilibre. Ce n'était pas la Cour suprême du Canada qui accordait des pouvoirs aux provinces malgré le pouvoir résiduaire, c'était le comité judiciaire du Conseil privé de Londres, qui, pendant un certain temps, pendant, disons, les 50 ou 60 premières années de la Confédération, a, jusqu'à un certain point, protégé les anciennes colonies qu'on avait unies en 1867. Alors, il aurait pu y avoir une plus grande centralisation encore sur le plan des compétences législatives, n'eût été du comité judiciaire du Conseil privé qui a fait des jugements comme, par exemple, est-ce que la taxe de vente est une taxe directe ou indirecte? Si c'est indirect, il y a seulement le fédéral qui peut faire ça, qui peut faire la taxe de vente. Mais si c'est une taxe directe, les provinces peuvent aussi faire des taxes de vente. Alors, le comité judiciaire du Conseil privé a dit les taxes de vente, c'est une taxe directe, d'où une certaine quantité de revenus pour les provinces, malgré ce qu'on appellera le déséquilibre fiscal. Le comité judiciaire du Conseil privé a dit aussi que les provinces ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre des traités. Tout ce qui est de compétence provinciale doit être accepté par les provinces. Lorsque le gouvernement du Canada négocie un traité, le gouvernement du Canada doit démontrer à ses interlocuteurs que le traité sera mis en œuvre par les provinces, parce que les provinces peuvent décider de ne pas mettre en œuvre les parties des traités qui sont de compétence provinciale. Alors, c'est sur cette base-là que le Québec réclame depuis 1965 que ce qui est de compétence provinciale ici est de compétence provinciale partout. Donc, les tribunaux britanniques nous ont protégés jusqu'à un certain point, pendant un certain temps, contre l'action du gouvernement fédéral et contre le pouvoir résiduaire. Mais ce qui va leur porter finalement, c'est d'autres éléments. En fait, c'est le pouvoir de dépenser. J'y arrive dans un instant. Seulement une petite parenthèse sur le pouvoir d'urgence. Hein, faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. C'est ce qui a permis la loi des mesures de guerre durant la Première Guerre mondiale, qui est restée dans les livres de loi jusque dans les années 1990 et qui a été employée selon le bon vouloir du gouvernement fédéral, même en temps de paix. Alors donc, les pouvoirs d'urgence appartiennent au gouvernement fédéral. On comprend qu'en temps de guerre, c'est une chose, mais en temps de paix, là, il y a eu un abus de pouvoir qui s'est réalisé en 1970 au Québec. Alors, le dernier élément, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est le pouvoir de dépenser. Et le pouvoir de dépenser repose sur la capacité fiscale supérieure du gouvernement fédéral sur les provinces. Même si on a obtenu la taxe de vente, c'est insuffisant. Le déséquilibre fiscal dont on parle depuis 2001, depuis que M. Landry a mis en place la commission Séguin, bien, ça existe depuis 1867. C'est fondé sur deux choses dans la Constitution de 1867. Il n'y a pas un article qui dit pouvoir de dépenser du fédéral. C'est basé sur le partage des compétences fiscales. Le gouvernement fédéral a droit à toutes sources de revenus, alors que les provinces sont limitées à la taxation directe. Alors, je vous passe les détails. Si bien que, même si c'était peu apparent jusqu'aux années 1930, les provinces souffrent d'un manque de revenus par rapport à leur responsabilité constitutionnelle. Alors ça, c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, c'est le fait que le partage des compétences a été mis dans la Constitution sous forme de partage des compétences législatives. Il n'y a rien dans la Constitution qui dit que le gouvernement fédéral ne peut pas créer des programmes dans tout. Le gouvernement fédéral ne peut pas
faire de lois sur la santé et l'éducation, mais il peut faire des lois sur les subventions qu'il donne aux provinces sur la santé. Il peut faire des lois sur... mon autre exemple, c'est sur des bourses, hein, sur l'argent qu'il va dépenser pour donner aux étudiants. Donc, c'est la porte ouverte à l'utilisation par le gouvernement fédéral de ces ressources fiscales supérieures pour contrôler ce qui se fait dans les provinces. Alors, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a, au gouvernement fédéral, accepté l'idée du keynésianisme et de l'État-providence, mais le gouvernement fédéral s'est servi de son argent pour créer des programmes sociaux, même si, selon le partage des compétences, seules les provinces peuvent le faire. Et le gouvernement fédéral a profité de l'état de vulnérabilité économique ou fiscale des provinces pour créer un système de sécurité sociale au Canada qui est en définitive beaucoup contrôlé par le fédéral. Le fédéral qui, avec ses subventions aux provinces dans ces domaines-là, peut orienter les programmes sociaux, hein, à travers, par exemple, les programmes à frais partagés. Quand le fédéral a décidé qu'il y aurait de l'assurance maladie au Canada, bien, tout le monde a eu un système d'assurance maladie, payé à l'époque à 50% par le fédéral, mais à certaines conditions. Hein. La loi fédérale sur la santé n'est pas une loi sur la santé comme une loi sur l'utilisation par les provinces des subventions fédérales. Donc, indirectement, le gouvernement fédéral contrôle les grands champs de compétences provinciales avec son pouvoir de dépenser. Hein. Duplessis voulait que, plutôt qu'on laisse les provinces tranquilles et qu'on nous redonne notre butin pour qu'on ait le contrôle total, qu'on ait davantage de sources autonomes de revenus pour ne pas être obligé de négocier avec le fédéral la manière dont on va mettre en œuvre notre filet de sécurité sociale. Bon, Duplessis n'en voulait pas tellement de programmes provinciaux, mais sur le principe qu'il n'y a pas d'autonomie provinciale sans autonomie fiscale, il avait complètement raison. Alors, il a réussi à empêcher le fédéral de centraliser davantage les pouvoirs fiscaux, mais il n'a pas obtenu plus d'autonomie fiscale. Le Sage en a eu un petit peu dans les années 60, mais on est encore en situation de déséquilibre fiscal. On sait que un seul moyen de se sortir de cette situation-là, c'est de reprendre le contrôle total de nos impôts. Je vais passer directement aux revendications du Québec. Alors, comment a-t-on essayé de s'extirper de ce régime fédéral à partir de Duplessis jusqu'à peu près les années 1990 avec l'accord de Charlottetown l'accord de Meach et l'accord de Charlottetown? Bon, d'abord, on a demandé le respect des champs de compétences des provinces, un respect réel. Bon, parce que formellement, on dira que le fédéral ne s'ingère pas, mais à travers le pouvoir de dépenser, puis ses subventions, puis les conditions qu'il donne aux subventions, il s'ingère dans les champs de compétences. Et le gouvernement fédéral dépense aussi directement dans les champs de compétences provinciales. Alors, la première revendication dite traditionnelle du Québec, c'est le respect des champs de compétences des provinces. Respect des compétences constitutionnelles, donc le fédéral ne mêle pas de tes affaires, mais aussi meilleur partage des ressources fiscales. Je viens juste d'en parler. Le problème, c'est que les provinces n'ont pas les moyens, en plus de voir le gouvernement fédéral se mêler des questions provinciales, mais les provinces ont de la difficulté, sauf peut-être l'Alberta, mais encore là, ça dépend des cycles du pétrole, mais les provinces n'ont pas les moyens de faire face elles-mêmes à leurs responsabilités. Donc, un meilleur partage des ressources fiscales. Réduire le pouvoir fédéral de dépenser par un droit de retrait de ces programmes à frais partagés que le fédéral a multiplié depuis 60 ans. Alors, ça, dans le fond, c'est d'essayer de neutraliser le pouvoir fédéral de dépenser. Ou bien on obtient ce droit de retrait des programmes fédéraux, ou bien lors d'un changement constitutionnel, puis ça, c'est le Parti québécois qui avait introduit ça, on demande la possibilité de se retirer d'un amendement constitutionnel qui centraliserait vers le gouvernement fédéral. Il y a un danger potentiel, depuis la formule d'amendement de 1981, un danger potentiel qu'on opère une centralisation législative.
La formule d'amendement sur les changements de pouvoir vers le gouvernement fédéral, permet à 7 provinces représentant 50% de la population de centraliser le Canada, ce qui peut faire l'affaire d'une majorité de Canadiens, mais évidemment pas du Québec. Alors, on veut un droit de retrait avec compensation financière si jamais il y a un changement constitutionnel qui va dans ce sens-là. Actuellement, ça existe, le droit de retrait avec compensation financière pour la culture et l'éducation seulement. Mais il pourrait y avoir d'autres cas où les provinces, la majorité des provinces du Canada voudraient centraliser le Canada. En nouveau partage de compétences législatives. Alors, en fait, bref, la totalité de ce qu'on appelle des revendications traditionnelles du Québec n'a pas été revendiquée à tout moment par tous les gouvernements. Quand on parle des revendications traditionnelles du Québec, on parle d'une accumulation de revendications depuis les années 1950. Il y en a qui avaient des préférences pour un vrai droit de veto pour le Québec, par exemple, sur tout changement constitutionnel. C'était Bourassa. L'évêque, dans son virage néo-fédéraliste, était pour un droit de retrait avec compensation financière pour tout changement constitutionnel. Autrement dit, si le reste du Canada veut centraliser des pouvoirs entre les mains du gouvernement fédéral, il ne faudrait pas que ça s'applique au Québec. Duplessis demandait le respect des compétences provinciales, ne demandait pas plus de compétences provinciales. Le SAGE demandait une décentralisation fiscale. Alors, quand on parle de revendications traditionnelles du Québec, c'est une accumulation de revendications autonomistes. C'est l'idée que le régime mis en place en 1867, on pourrait le modifier. Il serait possible de le modifier. Et qu'on pourrait obtenir satisfaction en tant que peuple à l'intérieur d'une fédération canadienne où le gouvernement fédéral a moins de pouvoir sur le Québec. Bon, la suite est connue, alors je ne ferai pas toute la nomenclature des conférences constitutionnelles depuis 1961. En fait, on devrait partir de 1950. La première conférence constitutionnelle, c'est celle qui a eu lieu à Québec, où on devait se pencher sur la formule d'amendement. Duplessis demandait le droit de veto pour le Québec. Alors, ça a échoué en 61, en 64, il y a eu des conférences, en 71, accord de Victoria que Bourassa est obligé de renier. Évidemment, novembre 81, la signature d'un accord entre 9 provinces et le gouvernement fédéral pour rapatrier la Constitution, c'est-à-dire adopter une formule d'amendement et ajouter la Constitution de Charte des droits. Alors, on connaît tout ça. À travers tout ça, regardez, si on retournait à la liste des revendications traditionnelles du Québec, puisqu'il y en a 6, on n'a rien obtenu. En fait, le bilan de 50 ans d'autonomisme, 60 ans d'autonomisme et 70 ans d'autonomisme, si on remonte à 1950, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, puis en fait, c'est grâce à Duplessis en 1954, on a le régime des rentes et la caisse de dépôt. En 1954, il y a un amendement constitutionnel qui permettait au gouvernement fédéral de mettre en œuvre un système de pension. Et Duplessis a eu la bonne idée, avant d'accepter cet amendement constitutionnel, de dire que, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale dans le domaine des pensions, c'est les lois provinciales qui allaient avoir suprématie. Donc, c'est un pouvoir concurrent, mais à prédominance provinciale. L'agriculture, l'immigration, c'est un pouvoir concurrent à prédominance fédérale. Mais là, on a créé un nouveau pouvoir concurrent à prédominance provinciale, ce qui a permis à Lesage et son équipe en 1965 de faire en sorte qu'on ait un système de pension publique qui est un système en fait de régime de pension publique à cotisation des travailleurs, qui est le régime des rentes du Québec, qui est séparé du reste du Canada, ce qui nous a permis d'avoir un outil financier important, la Caisse de dépôt. Alors, on a ça. L'autre élément, ce qu'on a obtenu, puis c'est encore, à ce moment-là, c'est même pas constitutionnellement, c'est grâce à des accords politiques, ce qu'on a obtenu, c'est l'immigration, le contrôle de la sélection et de l'intégration des immigrants. On a voulu le faire inscrire dans la Constitution pendant Meach et pendant l'accord de Charlottetown, on ne l'a pas obtenu. Donc, c'est au bon vouloir du prince. C'est un pouvoir d'immigration qui est c'est un pouvoir concurrent
qui est à prépondérance fédérale. Donc, le fédéral pourrait décider du jour au lendemain de nous enlever le contrôle de l'immigration. Alors, c'est très mince. C'est très mince. Alors, ce régime est irréformable. On a essayé de s'en extirper en 80 et en 95. Je dirais plus en 95 parce qu'en 80, dans le fond, la proposition de René Lévesque, c'est un peu de revenir à l'Union de 1840. C'est un régime à deux, c'est une confédération à deux. C'est pas vraiment l'indépendance. 95, c'était une décision qu'on prenait sur l'indépendance du Québec. On l'a raté, mais on l'a raté de peu, mais on l'a raté quand même, comme disait M. Parizeau. Donc, on n'a obtenu ni l'autonomie ni la souveraineté. Alors, pour conclure, je dirais qu'on a problème aujourd'hui. Je pense qu'un des éléments, un des ressorts cassés, pour employer une expression de Lucien Bouchard, c'est le fait que la population du Québec a décidé de se réfugier dans le déni du régime fédéral en se disant que c'était ni possible qu'il n'était possible ni de s'en extirper, ni de le modifier. C'est ce que j'appelle la théorie du double échec. Le double échec, c'est pas un motif de punition au hockey, là, le cross-checking. Mais pour moi, le double échec, ça signifie que les gens ont intériorisé l'idée que c'était impossible de changer quoi que ce soit à la situation. Je pense que c'est ça qu'il faut renverser. Peut-être pas l'idée, pas comme M. Legault le dit, que c'est possible de modifier le Canada, parce que je pense que c'est assez clair, puis il se fait rire de lui. Aussitôt que les paroles de M. Legault sortent des frontières du Québec, c'est une fin de non-recevoir. Au Canada anglais, c'est clair comme jamais que il nous place devant l'alternative suivante, c'est vous acceptez le Canada tel qu'il est ou vous en sortez. Puis je pense qu'eux-mêmes n'ont pas de problème avec cette idée-là. Ils n'ont pas de problème avec cette idée-là. Eux autres, leur cheminement au Canada anglais, ça n'a jamais été de dire on va accorder plus d'autonomie au Québec. C'était de dire qu'ils, s'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en aillent. Alors, sur un certain point, je leur donne raison. Sauf que, au lieu de se dire, voilà, on n'est pas content, on devrait sortir du Canada, mais on s'est réfugié dans une idée, une espèce de rêve compensatoire qu'on est finalement un pays, on est une nation, qu'on a réussi avec la Révolution tranquille à être maître chez nous, qu'on a réussi à défendre le français. Je pense qu'on s'illusionne beaucoup. Mon diagnostic de psychologue de salon, c'est ce déni, ce refuge. D'autres pourraient dire aussi, un peu comme en 1840, comme Étienne Parent et compagnie, qu'on peut trouver un réconfort dans les arrangements sociaux, comme disait Étienne Parent. C'est-à-dire que pourvu qu'on maintienne nos structures sociales, culturelles, ça va bien aller. Ça aussi, c'était une espèce de rêve compensatoire de dire qu'on pouvait, à terme, survivre en tant que nation en faisant abstraction du politique. Alors, je pense qu'on est dans l'erreur. Donc, il faut reprendre conscience de notre situation subordonnée et reprendre conscience de l'idée que le seul salut, c'est à travers le politique. C'est une question de rapport de force défavorable qu'il faut renverser à notre avantage. Et je ne vois pas d'autre moyen que la souveraineté politique et travaillons donc à la conscience nationale des Québécoises et des Québécois. Je peux reprendre la balle au bon pour répondre à la question de Nimonière. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, premièrement, Lucia, je suis membre du Parti québécois. Mais. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais à un moment donné, je me sentais orphelin dans ce parti-là parce qu'on a des chefs qui ne parlent pas d'indépendance, qui veulent conquérir le gouvernement provincial, la petite loterie. Hein? Alors, j'appelle, et en même temps, je sais très bien que c'est pas Option nationale qui va faire l'indépendance. Mais Option nationale existe
c'est le mouche du coche. Rappelle au PQ que le PQ a été créé pour faire, en tout cas, pour faire la souveraineté du Québec, parce que René Lévesque ne voulait pas l'indépendance, mais il a rallié les indépendantistes à la cause de la souveraineté. Bon. Moi, je veux l'indépendance. OK. Est-ce que, là, on est dans un dilemme. Est-ce qu'on laisse les choses pourrir à un point tel que les Québécois vont se dire que ça ne sert à rien d'être indépendant parce qu'on n'est pas assez bon pour gouverner une province, comment qu'on va faire pour... Alors, cet argument-là nous mène directement à la question, à la stratégie de Jean-François Lisée, qui est la stratégie du bon gouvernement. Hein? Parlons-en, là, c'est qu'il faut redonner les gens... il faut refaire le job de 76 à 80. Ça, c'est la stratégie de Jean-François Lisée. On va mettre de l'ordre dans le gouvernement du Québec, on va redonner confiance aux Québécois parce qu'actuellement, on a perdu confiance. Si on ajoute à l'incompétence du gouvernement actuel, le fait que depuis des années, le néolibéralisme fait en sorte que les États fédéraux, provinciaux, unitaires n'ont plus de pouvoir, et si on ajoute la corruption, les gens, est-ce qu'ils ont envie d'avoir un État souverain alors que l'État n'a pas l'air d'être le meilleur instrument pour leur épanouissement individuel et collectif? Il faut redonner aux Québécois, pas juste une conscience nationale, mais une conscience politique, c'est-à-dire la conscience que l'État est, en tout cas encore plus peut-être pour nous que pour bien d'autres peuples dans le monde, un instrument tout à fait essentiel à notre épanouissement individuel et collectif. Alors il faut travailler, ça répond une partie de la question de Denis Monnière, à cette conscience politique, la conscience que le politique c'est important et que la maîtrise collective de l'État va nous amener du bonheur national. Deuxième chose, il faut lutter contre l'individualisme et le matérialisme qui touchent tout le monde. Alors, il n'y a pas juste les idéologies néolibérales qui amènent les gens à croire que c'est pas important d'avoir un État, puis d'avoir le contrôle d'un État, puis qu'un État soit souverain. Il y a aussi cette tendance au chacun pour soi. On va tous s'en tirer individuellement. Donc, envoyons nos enfants à l'école anglaise, puis ils vont bien s'en tirer. Vous voyez où ça nous mène, cet individualisme-là. Alors que, puis le consumérisme ou le matérialisme également fait en sorte que les gens sont plus préoccupés de savoir s'ils vont pouvoir aller en République dominicaine que de savoir si on va avoir encore un Québec dans 10 ans. Alors il y a des trucs de base, des racines à faire repousser. C'est du travail à long terme. Ça commence à en faire beaucoup de choses à faire. Ce que le PQ et nous, et peut-être Québec solidaire, s'ils veulent, doivent faire également, c'est une critique radicale du régime fédéral. On a oublié qu'on fait partie du Canada. De parler d'indépendance du Québec, c'est pas du québécocentrisme. C'est de ne pas en parler qui est du québécocentrisme. En fait, c'est tant qu'on ne parle pas du statut du Québec, on est replié sur soi, on fait semblant qu'on est en dehors de tous les régimes. La politique, ça n'a pas d'importance. Alors, il faut refaire. Et en ce sens-là, la disparition du Bloc québécois va nous enlever des outils. Bon. Est-ce que le Bloc québécois faisait sa job de critique radicale du fédéralisme? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, l'instrument n'est plus là. Je pense que les 10 députés qui restent au Bloc québécois le font davantage qu'avant, mais on sait que leur voix ne porte pas. Alors, que faire? Hein, c'était la question. Conscience politique, conscience nationale, critique du régime. L'autre élément, je pense que c'est faire une référence à l'actualité, c'est Véronique Yvon qui le dit, il faut traduire notre volonté d'indépendance dans des choses concrètes. Parce que la critique du régime, c'est une chose, mais l'indépendance que ça donne, là, comme disait l'autre, c'est important aussi. Puis les exemples concrets, il y en a tous les jours. Puis le Parti québécois aurait la chance de les exploiter tous les jours. Bernard Landry, il a essayé un petit peu, lui, de 2001 à 2003, là, dans chacun de ses discours, il se targuait de dire « je parlais d'indépendance ». Je faisais une connexion avec l'indépendance. Mais ça, il faut retrouver ça. Mais sinon, les députés du Parti québécois, comme n'importe quel autre député provinciaux, s'ils se comportent en députés provinciaux, on n'avancera pas. Alors, moi, j'appelle de tous mes voeux le Parti québécois, dont je fais partie en tant que membre, à se rappeler de sa raison d'être. Puis je pense que
si on est complaisant à l'endroit du Parti québécois, là, on n'avancera pas. Puis on va avoir encore des gouvernements provinciaux qui vont entacher finalement le mouvement souverainiste de 4 ans au pouvoir, là. Au bout de 4 ans, tu as déjà commencé à mécontenter la moitié de la population. Hein. Le pouvoir, ça use très rapidement. Alors, si tu arrives au pouvoir, puis là, tu gouvernes avec les peu de moyens d'une province, bien, au bout d'un certain temps, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont te choquer contre toi. Puis après ça, tu vas leur demander, fais-tu l'indépendance? Ils vont dire « no way », entre guillemets. Alors, je pense qu'il faut que on quitte à ce que le Parti québécois tombe 3e pendant un mandat, il faut que le Parti québécois parle d'indépendance et que les gens sachent que quand le Parti québécois va arriver au pouvoir, ça va être pour nous amener sur le chemin de l'indépendance. Mais pas dire « Ah, si on est élu, on va faire un référendum, puis là, parlons d'autre chose en attendant, là. » Puis on pense qu'en 45 jours, on va convaincre la moitié de la population et plus de faire l'indépendance. Non, c'est un travail tous les jours qui commence maintenant pendant un certain nombre d'années. Autant l'extrême de dire on va gouverner la province de Québec pendant 6 ans, à l'autre extrême de dire on va faire un référendum demain matin, puis en 45 jours, on va régler le problème. Je pense qu'il y a des illusions là-dedans. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à montrer comment l'indépendance est une solution. Et puis, pas parler de référendum, parler de l'indépendance du Québec. Puis, quand les gens seront convaincus, ils n'auront aucun problème à voter pour un gouvernement qui nous amène sur le chemin de l'indépendance. Le Canada, il considère que le Québec, ça fait partie d'eux-mêmes. En 1996, après le référendum de 1995, j'ai été invité par le diocèse anglican d'Edmonton pour aller expliquer ce qui s'était passé au référendum, parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Hein. Au Canada anglais, ils se sont fait dire par chrétiens puis par leurs premiers ministres provinciaux, laissez Daniel Johnson et les fédéralistes du Québec régler le problème. Puis ils se sont réveillés le lendemain du référendum, le jour de l'Halloween, qui s'était fait avoir parce que, en tout cas de leur point de vue, là, que c'était pas vrai que le Québec allait rester dans le Canada. On est venu à un cheveu de sortir du Canada. Alors, je suis allé là, puis j'essaie de comprendre comment ils voyaient le Québec dans le Canada. Puis j'en suis venu à l'analogie suivante. Pour les Canadiens anglais, le Canada, c'est un corps entier. Hein, la tête, le cœur, les quatre membres. Je ne sais pas le Québec où est-ce qu'il est là-dedans, mais chose certaine, c'est que si le Québec sort, c'est comme s'il était amputé de quelque chose. Hein. Alors que pour les Québécois, le Québec puis le Canada, c'est 2 corps entiers qui se tiennent par la main, mais qui peuvent se lâcher à tout moment si ça ne fait pas. Alors, c'est un peu... J'essaie de leur expliquer comment, nous autres, on voyait le Canada, la dualité canadienne, dans des mots qu'ils pouvaient comprendre. Et puis, mais pour eux, là... voir le Canada, je voyais des caricatures pendant la campagne de 95, la carte du Canada, là, puis il y avait un trou noir à la place du Québec. T'sais. On allait, je sais pas là, on allait se retrouver à la dérive dans l'Atlantique, si jamais leur pays là était carrément, il y avait un trou dedans. Alors je pense pas qu'ils veulent qu'on s'en aille. Hein? Ils sont venus nous dire on vous aime, on veut que vous restiez, mais on veut que on vous considère comme des Canadiens. Petit problème parce que nous autres on ne se considère pas tellement comme Canadiens. Hein? C'est ça l'affaire.